Après un long voyage en train, un peu secoué, nous arrivons à Matsue. Surnommée la Venise du Japon, la ville est située du côté de la mer intérieure. Dépaysement garanti. Nous découvrons les douves, où canards et tortues sont les maîtres des lieux. Très vite, nous arrivons devant la porte sud, l'accès principal au château. Nous commençons notre escalade vers le donjon, et nous pouvons voir le jardin. Autrefois, cet espace servait pour le stockage du riz. Nous arrivons à un palier intermédiaire, où nous découvrons un temple. Les portes du donjon ne sont pas très loin. En haut de la dernière volée de marche, un samouraï tout sourire nous souhaite la bienvenue. Nous franchissons la dernière porte et là, derrière un parterre de cerisiers, le donjon se dévoile enfin et nous impose un peu de sa majestueuse solennité. Le contraste entre le ton clair des pierres et le noir des panneaux de bois nous émerveille. Ajoutez à cela la symétrie élancée des toits, nous voilà tombés sous le charme du château. Puisque une des plus vieilles maisons de samouraï se trouve à Matsue, nous en profitons pour aller la visiter. Nous poussons la porte de cette demeure restée quasi inchangée et nous voilà propulsés plusieurs siècles en arrière. Le puits sous son auvent, le jardin avec son hôtel caché sous les arbres, et l'intérieur de la maison nous offrent un aperçu de la vie à cette époque. Nous découvrons l'harmonie à la japonaise en traversant les différentes pièces. Les lumières tamisées créent un clair-obscur sur les tatamis et donne au lieu un charme fou. Finalement, le plus frappant, c'est certainement le paisible équilibre qui émane du lieu. Les Japonais fêtent aussi Noël. Fête purement commerciale, c'est l'occasion d'installer de belles décorations de Noël et de vendre plein de petites figurines dans des magasins comme les célèbres Tokyu Hands. Que les enfants se rassurent, le Père Noël a bien le pays sur son roadbook, quitte à délaisser son traîneau pour une barque. Plutôt destiné aux amoureux qui s'offrent des cadeaux, le repas traditionnel se passe très souvent chez KFC. Et oui, le Père Noël a trouvé un sponsor qui n'est autre que la chaîne de restaurants spécialisée dans l'aile de poulet grillé. Mais cela n'empêche pas le pays de profiter de la période pour se parer de décorations bien plus traditionnelles.
Bienvenue donc au sapin. Qui dit voyage, dit transport. Et il faut bien reconnaître que le meilleur moyen de voyager au Japon est certainement le train. Rapide pour les Shinkansen, toujours à l'heure, quelle que soit la ligne, confortable, spacieux et avec des sièges toujours dans le sens de la marche. C'est le moyen de transport rêvé. Même les trains régionaux, plus petits et moins rapides, offrent un confort remarquable et permettent aux plus curieux de suivre l'étrange cérémonie de la conduite d'un train. Shinkansen ou simple train de banlieue, au Japon, tous ont les faveurs du public. Et il n'est pas rare de voir le long des voies des gens saluer le passage des rames. Si c'est souvent des enfants, certains d'entre eux ont les cheveux bien gris. En tout cas, quelle que soit la ligne, indications et panneaux affichent en kanji et caractères latins toutes les informations utiles. Il ne reste alors plus qu'à s'installer pour profiter du voyage. Un voyage où vous pourrez profiter de l'agrément d'une boisson chaude ou froide, directement servie à votre place. Sur les trajets entre Tokyo et Kyoto, vous pourrez peut-être même avoir de la chance, si le temps est beau, pour apercevoir le mont Fuji. Dans la plupart des grandes villes, vous pourrez aussi vous offrir les joies d'un trajet en métro. En cas d'agoraphobie, mieux vaut quand même éviter les heures de pointe. Les transports en commun offrent aussi quelques surprises, comme les poussettes géantes pour les plus petits. Enfin, si vraiment vous êtes allergique au métro, bus ou autre tram, il reste l'option taxi. Parfois plus pratique, elle est toujours plus chère.
Arrivés au château, nous sommes accueillis par un matou. Presque aussi curieux que nous, il nous jette un regard, puis reprend son escalade des murs. De notre côté, nous optons plus sagement pour les escaliers. Les cerisiers en fleurs nous accompagnent jusqu'à une dernière porte. Derrière les battants de bois, le cœur du château. Surprise en découvrant le donjon. Comme ceux de Matsue ou de Matsumoto, il est revêtu d'une splendide robe noire. L'éclat blanc des frontons et celui des barreaux masquant les fenêtres viennent par contraste renforcer l'esthétique du lieu. Une esthétique avec pour touche finale les parements dorés des tuiles et l'or scintillant des shashioku. Le Japon est un de ces rares pays où le passage des saisons est quasi religieux. Vivre avec la nature fait partie du quotidien des Japonais et souvent des expositions accompagnent le changement de saison. À Okayama, nous avons pu découvrir une exposition artistique au château avec une belle mise en scène de jeux de lumière. Ainsi, nous découvrons des dizaines de lanternes et des milliers de petites ampoules qui viennent tracer des allées colorées au pied du donjon. Une explosion de couleurs qui célèbre l'automne et ses teintes rouges orangées. Mon premier s'élève sur 7 ou 8 étages. Mon second propose aussi bien des vélos que des mangas, ou des jeux vidéo, des télés, des rice cookers, des appareils photo, enfin, une foule de marchandises. Et pour découvrir mon tout, soyez attentifs aux dernières images. Immanquablement, vous trouverez à proximité de tout sanctuaire Shinto ces bassins où coule une eau limpide. Leur nom, Shozuya. Prêtez attention et vous découvrirez vite qu'ils sont destinés à un rituel de purification. Les fidèles s'y lavent les mains, puis la bouche. Ils peuvent alors se présenter au kami, la divinité du sanctuaire, débarrassés de leurs impuretés et de leurs péchés. Vous voulez impressionner vos amis? Glissez dans la conversation le nom de la louche servant aux ablutions. Hishaku. Effet garanti.
Finalement, comme les torii, ils sont indissociables des sanctuaires, un peu comme le sont les ponts rouges pour les jardins japonais. Le temps d'une petite escapade à vélo depuis le sanctuaire d'Issei, et voilà le site de Meoto-iwa. Situé sur la côte, Meoto-iwa signifie littéralement « les rochers mari et femme ». Le site est célèbre à travers tout le Japon. Les deux rochers, le gros et le plus petit, reliés par une corde, honorent en effet les deux divinités créatrices du Japon. Les rochers symbolisent aussi l'union de l'homme et de la femme dans le mariage. Tout proche, on trouve le sanctuaire d'Okitama, justement dédié au bonheur conjugal. Avec les rochers, la corde en paille de riz tressée délimite l'espace sacré où vivent les kami. Ici, la corde de près d'1 tonne doit être régulièrement changée après avoir subi les assauts de la mer. Tout du long du chemin littoral, on trouve des statues de grenouilles. Le batracien est en effet censé offrir ses bonnes ondes aux pèlerins. Mais on raconte aussi que la divinité locale serait descendue du ciel en compagnie d'une grenouille. Les premières marches menant au donjon sont si usées qu'elles semblent disparaître dans le sol. Certains murs adoptent même mousse et lichen pour se camoufler. Mais plus on monte, plus le verre recule. La nature cède le pas au minéral. Le brun et le gris des pierres s'imposent. Puis, le donjon se dévoile, et les couleurs changent à nouveau. Le blanc des murs, l'anthracite des tuiles et le doré des décorations nous peignent un tout autre tableau. Émergeant parfois de l'écrin d'une branche de cerisier en fleurs, le donjon est tout en courbe. Il offre comme une symphonie de toits incurvés. Élégance et légèreté sont les premiers mots qui viennent pour le décrire. Une impression qui persiste plus on se perd dans la contemplation de l'édifice. Une magie que les sakuras renforcent de leur présence. Le charme du château ne laisse personne indifférent, pas même ce groupe de moines croisés alors que nous quittons les lieux. En toile de fond, une petite colline et, émergeant des arbres, le donjon du château d'Ikone. Nous sommes au-delà des douves intérieures, dans le jardin Genki-uen. Il est situé juste à côté de l'ancienne demeure du seigneur. À l'image des jardins japonais, il s'articule autour de 3 éléments clés, l'eau, le minéral et le végétal. Ici, l'eau domine. Il y a d'abord l'immense plan d'eau. Il est le cœur du jardin et sert d'écrin à 4 petites îles. Là se nichent les trésors secrets d'une nature sculptée pour le plaisir des yeux. Puis, au détour d'un pont gardé par une grande lanterne de pierre, apparaît la maison dotée. C'est en fait vers elle que convergent tous les chemins, comme la promesse d'un nouveau plaisir des sens. Tout ici nous invite à la contemplation.
Ça commence par un rayon de soleil au travers d'un tapis de racines. Ça continue par le reflet ondulant de rochers sur un miroir d'eau, pour finir par nous entraîner vers une destination inconnue, le long d'une allée pavée.